Bienvenue au module 4 de physique, la mécanique. La leçon d'aujourd'hui, les systèmes oscillants mécaniques. On va étudier la première partie qui concerne la présentation des oscillateurs mécaniques. Cette leçon, on l'a divisée en trois parties. La première partie, c'est la présentation des oscillateurs. La deuxième partie, c'est l'étude du pendule élastique. La troisième partie, c'est l'étude du pendule pesant et du pendule de torsion. Commençons d'abord par la présentation des oscillateurs mécaniques. C'est-à-dire, on va présenter les systèmes oscillants qu'on va appeler aussi oscillateurs mécaniques. À savoir qu'un système oscillant, c'est un système, c'est-à-dire un corps ou un ensemble de corps qui font un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre stable. Donc la définition d'un oscillateur mécanique, qui est l'un des systèmes oscillants, c'est un système animé d'un mouvement de va-et-vient en général autour d'une position d'équilibre stable. Donc si on a un corps qui fait un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre, on dira que c'est un oscillateur mécanique ou bien c'est un système oscillant. Commençons par donner les différents systèmes oscillants ou bien les différents oscillateurs mécaniques. On va commencer par le pendule pesant. La définition du pendule pesant peut être demandée dans un exercice ou bien le jour de l'examen. C'est tout système en rotation autour d'un axe horizontal qui ne passe pas par son centre de gravité. On peut dire un pendule pesant est un système oscillant, c'est-à-dire un oscillateur mécanique, en rotation autour d'un axe horizontal ne passant pas par son centre de gravité. Bien entendu, ce système oscillant il est placé dans le champ de pesanteur. Par exemple, cette lanterne. Cette lanterne est accrochée avec une chaîne à un point ici et elle est en rotation autour de l'axe horizontal qui passe par le bout de la chaîne, delta. Donc ça, c'est un système oscillant. Il fait un mouvement de va-et-vient autour de cette position qui est appelée position d'équilibre stable. Donc voilà le mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre. La particularité de ce pendule pesant, c'est que l'axe de rotation ne passe pas par son centre de gravité. Au laboratoire, on présente le pendule pesant par ce système. Une tige qui porte différentes masses et qui tourne autour d'un axe delta horizontal. Et ceci, c'est la position d'équilibre stable. Il va faire un mouvement de va-et-vient autour de cette position. Sur un schéma pour représenter un pendule pesant, on va utiliser la représentation suivante. Une tige avec une masse. Parfois, on peut se passer de cette masse et ne représenter que la tige de masse M'. Donc, c'est toujours une tige avec une masse ou bien seulement une tige de masse M. La longueur du pendule, ce n'est pas la longueur de la tige, c'est la longueur à partir de l'axe de rotation jusqu'au centre de gravité de la masse grand M. Le deuxième pendule, c'est le pendule simple. Ce pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant. C'est-à-dire, on va prendre seulement une masse accrochée à un fil au lieu d'avoir une tige et une masse. C'est-à-dire, le pendule simple est constitué d'un solide de petite dimension, de masse petit m, suspendu à un point fixe O par un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable. Si on prend un solide de petite dimension et on l'accroche à un fil de longueur L et de masse négligeable, l'autre partie du fil est attachée à un point fixe O, on a ce qu'on appelle un pendule simple. Voyons ceci sur une animation. On a ici un fil qui porte une petite masse. Ce fil, lorsqu'il est écarté de sa position d'équilibre, il oscille dans le champ de pesanteur terrestre G. Il fait des oscillations. Les oscillations, ce sont les mouvements de va-et-vient autour de la position d'équilibre. C'est ça la position d'équilibre stable. Au laboratoire, on représente le pendule simple par ce système. Un fil qui porte une masse au bout et on a ici un dispositif qui mesure l'angle d'écart par rapport à la position d'équilibre. Et pour schématiser un pendule simple, on prend un fil de longueur L et une petite masse M. Vu que la masse M est ponctuelle, la longueur du fil
ou bien la longueur du pendule est la même que la longueur du fil. Donc un fil qui porte une petite masse, la position verticale c'est la position d'équilibre stable et θ c'est l'angle d'écart entre le pendule et sa position d'équilibre. Passons maintenant au troisième oscillateur, ce qu'on appelle le pendule élastique. Le pendule élastique, ou bien ce qu'on appelle aussi système solide ressort. Il est constitué d'un ressort, aspire non jointive, de masse négligeable et un solide S accroché à l'une des extrémités de ressort. Par contre, l'autre extrémité elle est attachée à un point fixe. Donc on peut dire un pendule élastique ou bien système solide ressort est constitué d'un solide fixé à un ressort dont l'autre extrémité attachée à un point fixe. Voyons ça sur une animation. On a un ressort qui porte un solide S à l'une de ses extrémités et l'autre extrémité est fixée à un point fixe. Lorsque ce solide est écarté de sa position d'équilibre et lâché, il fait un mouvement de va-et-vient. Pour schématiser un pendule élastique, on prend soit le schéma suivant, si on a un pendule élastique vertical, on peut mettre le ressort horizontalement et poser le solide S sur un plan, ça sera un pendule élastique horizontal, ou bien le poser sur un plan incliné, ça sera un pendule élastique incliné. On verra dans la série d'exercices les différentes situations d'un pendule élastique. Passons au dernier oscillateur qu'on va étudier cette année, c'est le pendule de torsion. Le pendule de torsion, il est constitué d'une tige horizontale. Cette tige, elle est portée par son centre de gravité par un fil de torsion et l'autre partie du fil est attachée à un support fixe. Donc on peut dire en physique, un pendule de torsion est un dispositif constitué d'une barre horizontale, une tige horizontale, fixée à un support par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Lorsqu'on écarte la barre horizontale de sa position d'équilibre, le fil elle est tordu. Il applique un couple de rappel sur la barre. Donc, il la fait rappeler à sa position d'équilibre et il fait un mouvement de va-et-vient. Donc, ce fil d'acier exerce un couple de rappel proportionnel à l'angle de torsion qu'on lui impose. Plus l'angle de torsion, c'est-à-dire plus l'angle avec lequel on écarte la barre de sa position d'équilibre est grand, plus la valeur du couple de rappel est grande aussi. Prenons une animation qui va illustrer ce pendule de torsion. On a une tige ou bien une barre horizontale suspendue par son centre de gravité par un fil à un support fixe. Lorsque cette barre est écartée de la position d'équilibre, le fil est tordu et il applique un couple de rappel, c'est-à-dire il va faire revenir la barre à sa position d'équilibre et ainsi de suite. Il fait un mouvement de va-et-vient autour de cette position. C'est un mouvement de rotation de va-et-vient. Donc on peut dire qu'une fois écarté de sa position d'équilibre, c'est-à-dire la tige, il oscille autour de cette position. Donc c'est un oscillateur mécanique appelé pendule de torsion. Au laboratoire, on utilise le système suivant. Une tige qui porte des masses aux extrémités. On peut enlever ces masses si on veut. Et cette tige est portée par un fil qui est fixé à un support ici. Lorsqu'on fait écarter cette barre de sa position d'équilibre, ce fil est tordu et il fait revenir la barre vers la position d'équilibre et ainsi il fait un mouvement de va-et-vient. On peut schématiser un pendule de torsion par le schéma suivant. Un fil fixé à un support ici, et ce fil porte une tige, et cette tige, lorsqu'elle est écartée de sa position d'équilibre, le fil il est tordu et il fait un mouvement de va-et-vient. On va résumer ce qu'on vient de dire. On a un pendule pesant. C'est un système qui fait une rotation autour d'un axe qui ne passe pas par son centre de gravité. Puis un pendule simple, qui est un cas particulier du pendule pesant, constitué d'une petite masse attachée par un fil à un point fixe. C'est le pendule simple. Pendule élastique, c'est un ressort auquel on accroche une petite masse. Le pendule élastique peut être soit vertical, soit horizontal, soit incliné.
et le pendule de torsion constitué par un fil qui porte une tige de masse petit m. Donc ce sont les 4 oscillateurs mécaniques qu'on va étudier lors de cette année. Pesant, simple, élastique et de torsion. On va passer maintenant aux caractéristiques du mouvement des oscillateurs, c'est-à-dire le mouvement de va-et-vient, quelles sont ses caractéristiques. On va appeler cette partie caractéristiques des mouvements oscillants. Maintenant, on va faire un peu de vocabulaire. On a un oscillateur libre non amorti, que ce soit un pendule simple, élastique, de torsion ou bien pesant, c'est libre non amorti, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucun frottement et qu'on ne lui apporte pas de l'énergie du milieu extérieur. Donc un oscillateur dit libre non amorti lorsqu'il n'est soumis à aucun apport d'énergie extérieure ou à des frottements après sa mise en mouvement. Maintenant, lors du mouvement d'un oscillateur, on doit repérer la position de son centre d'inertie. Si on a un pendule pesant, simple ou bien de torsion, on repère la position du centre d'inertie par l'abscisse angulaire θ en radio. Puisque ces 3 pendules ont un mouvement de rotation ou bien un mouvement circulaire. Pesant, c'est de rotation, torsion, c'est un mouvement de rotation, pendule simple, la masse a un mouvement de translation circulaire. Donc on repère la position du centre d'inertie par l'abscisse angulaire θ. Et cet angle θ, c'est l'angle que fait le pendule avec la position d'équilibre. C'est cet angle-là. Si on a un pendule élastique, la position du centre d'inertie est repérée par l'abscisse X. Par exemple, on a ici un ressort horizontal qui porte une masse petit m. On choisit un repère au X. Lorsque le corps fait un mouvement de va-et-vient, à chaque instant, je peux repérer la position du centre d'inertie par l'abscisse X sur le repère OI. X et θ sont appelés élongations. Donc l'élongation, c'est l'abscisse linéaire X ou bien l'abscisse angulaire θ. Le mouvement de va-et-vient d'un oscillateur, il est périodique, surtout dans le cas où on a un oscillateur mécanique libre et non amorti. Donc s'il n'y a pas de frottement et pas d'apport d'énergie, les oscillations sont dites périodiques. Périodique veut dire qu'il y a un temps constant au bout duquel l'oscillateur fait un mouvement de va-et-vient. On appelle ça la période T0 ou bien la période propre. Donc cette période, c'est la durée entre 2 passages successifs de l'oscillateur par une position dans le même sens. Voyons ça sur un schéma. Prenons un pendule simple. Un fil avec une petite masse qui fait un mouvement de va-et-vient. La longueur L du pendule, la masse petit m du solide. Maintenant, si je veux compter la période, je pars d'ici. J'attends qu'il revienne à cette position. Voilà, c'est une période. Si je commence à compter à partir de là, voilà une période. Si je veux compter la période à partir de la position d'équilibre lorsqu'il passe vers la droite, j'attends. Revient. Maintenant, c'est une période. Donc, il faut qu'il passe par une position pour la deuxième fois et dans le même sens. Ceci, c'est la définition de la période d'un oscillateur. On voit ici que le pendule ne dépasse pas une valeur de θ, c'est-à-dire il va toujours vers cette valeur. La plus grande valeur de l'abscisse angulaire ou bien la plus grande valeur de l'abscisse linéaire s'appelle amplitude du mouvement. Donc l'amplitude du mouvement est la valeur maximale de l'élongation, c'est-à-dire la valeur maximale de x ou bien la valeur maximale de θ. Elle est notée xm ou θm. La représentation de la variation de θ en fonction de temps donne le schéma suivant. Ce sont les variations de θ en fonction du temps. Il part de 0 jusqu'à la valeur maximale, il repasse par 0 jusqu'à la valeur minimale et ainsi de suite. Il fait ça d'une façon permanente. On appelle θm l'amplitude, c'est la valeur maximale de θ, la plus grande valeur. Ici, c'est moins θm. La période, c'est d'un point à un point semblable. Si je pars de 0, d'ici jusque-là, ce n'est pas la période. Parce que en 0, la courbe est croissante. Ici, la courbe est décroissante. Donc, je pars de ce point jusqu'à celui-là, ça constitue une période. D'une valeur maximale à la valeur maximale suivante. D'une valeur minimale à la valeur minimale suivante.
Donc on peut déterminer graphiquement la valeur de l'amplitude ainsi que la valeur de la période propre. De même pour x, on a les mêmes variations. La plus grande valeur de x, c'est xm, l'amplitude, et la période, c'est de la même façon que le schéma précédent. Jusque-là, on a étudié un oscillateur libre et non amorti. On va passer maintenant à l'étude d'un oscillateur libre et amorti. C'est-à-dire, on ne lui apporte pas de l'énergie, mais il est soumis au frottement. On appelle ça amortissement des oscillations. C'est-à-dire, dans le cas où les frottements ne sont pas négligés, l'amplitude diminue progressivement jusqu'à l'arrêt du pendule. C'est-à-dire que θm ne reste pas constante comme le graphe précédent, mais il diminue progressivement jusqu'à l'arrêt du pendule. Dans le cas de l'électricité, le responsable de l'amortissement des oscillations électriques, c'était la résistance. Ici, pour la mécanique, le responsable des amortissements, ce sont les frottements. Or, ici, on distingue deux types de frottements. Il y a des frottements fluides, c'est-à-dire que le pendule a des frottements avec un fluide, c'est-à-dire soit avec un liquide ou un gaz. Si on prend par exemple le pendule pesant, lorsqu'il oscille dans l'air, il y a des frottements entre le pendule et l'air. Ce sont des frottements fluides. Dans le cas de frottement fluide, la diminution de l'amplitude se fait d'une façon exponentielle. Ça veut dire que les maximums des différentes oscillations ne se trouvent pas sur une droite, ils se trouvent sur une courbe exponentielle, comme on voit ici sur le schéma. Donc chaque fois qu'on a les amplitudes ne sont pas sur la même ligne droite, c'est-à-dire sur une courbe exponentielle, on va en déduire que le type de frottement, ce sont des frottements fluides. Il y a un autre type de frottement, ce sont les frottements solides. Ces frottements se font entre l'oscillateur et un solide. Prenons l'exemple du pendule élastique posé sur un plan. Lorsque le solide oscille, il y a des frottements avec le plan qui est un solide. Il s'agit de frottements solides. Dans le cas de ce type de frottement, la diminution de l'amplitude se fait d'une façon linéaire. Ça veut dire que ces maximums se trouvent sur la même droite, comme le montre le schéma suivant. Donc peut-être dans les exercices, on peut nous poser la question suivante. S'agit-il de frottement fluide ou bien de frottement solide? Il faut voir, est-ce que les maximums sont situés sur une exponentielle ou bien sur une droite? S'ils sont sur une droite, ce sont des frottements solides, sinon ce sont des frottements fluides. Ou bien on va nous donner les deux courbes et nous demander de préciser laquelle qui correspond au frottement fluide et laquelle qui correspond au frottement solide. Maintenant, comme en électricité, si les frottements sont faibles, on a des oscillations pseudo-périodiques, comme le cas ici et le cas ici. On dira qu'on a un régime pseudo-périodique. Donc chaque fois que l'amortissement est faible, on a un régime pseudo-périodique. Si l'amortissement est fort, on n'a plus d'oscillation. On dit qu'on a un régime apériodique. Frottement faible, régime pseudo-périodique. Frottement fort, régime apériodique. Résumons ce qu'on vient de voir. Les oscillateurs mécaniques libres et non amortis sont caractérisés par pas d'apport d'énergie, pas de frottement. Donc, il n'y a pas d'apport d'énergie, il n'y a pas de frottement. L'amplitude reste constante, c'est-à-dire θm reste ou bien xm reste constant. Quatrième chose, les oscillations sont périodiques. Donc ceci, ce sont les caractéristiques des oscillateurs libres et non amortis. Pour les oscillateurs mécaniques libres amortis, pour ceci, on a soit des frottements fluides, et comme ça, la décroissance elle est exponentielle. Soit les frottements solides, dans ce cas la décroissance elle est linéaire. Les frottements s'ils sont faibles, on a un régime pseudo-périodique. Si les frottements sont forts, on a un régime apériodique. C'est la fin de cette première partie de la leçon des oscillateurs consacrée à la présentation des oscillateurs mécaniques. Merci de votre attention et à la deuxième partie de cette leçon.